Europe 1. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes députée La République En Marche des Yvelines, vice-présidente du groupe La République En Marche à l'Assemblée. Éric Ciotti, Valérie Pécresse, c'est l'affiche de la finale de la primaire des Républicains. Est-ce que d'abord ce résultat vous a surprise? Et puis est-ce que parmi ces deux adversaires politiques potentiels pour Emmanuel Macron, il y en a un qui a votre préférence? Moi je suis plus adhérente Les Républicains depuis longtemps. Donc c'est pas à moi de faire ce choix. On regarde ce qui se passe chez l'adversaire quand même. On regarde évidemment toujours ce qui se passe, quels que soient les partis politiques, mais c'est pas à moi de faire ce choix. On voit qu'ils ont eu du mal, surtout à faire un choix, et que les candidats ont été qualifiés à quelques milliers de voix à peine les uns des autres. Et puis surtout, on voit qu'il y a un écart idéologique important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quel est le projet qu'ils ont envie de défendre pour la France. Je voyais certains de vos confrères dire hier à Valérie Pécresse qu'elle s'était ciotisée, ce qui est un nouveau terme dans la vie politique française. Je crois qu'ils sont surtout beaucoup zémorisés, c'est-à-dire, on le voit, ils courent après l'extrême droite, ils courent après leurs électeurs, et ils ont du mal à démontrer ce qu'ils feraient de différent, à la fois différent de nous sur la réforme qu'on a entreprise et la transformation de la France, sur les questions économiques, les questions sociales, la réforme du droit du travail, la question de la fiscalité. Concrètement, qu'est-ce qui les distingue? Et puis, de l'autre côté, il y a l'outrance sur uniquement les questions d'immigration qui ont complètement, non pas dominé, mais saturé le débat LR. Donc ce qui compte, c'est quel est le projet, et surtout, est-ce qu'ils ont un projet commun qu'ils ont envie de présenter aux Français. Éric Ciotti, Valérie Pécresse, c'est pas du tout la même histoire politique. C'est pas parce qu'on appartient au même parti politique, pour certains d'ailleurs ils avaient quitté avant d'y revenir, qu'on a le même projet politique. Donc c'est quand même ça la seule question qui devrait leur être posée, c'est est-ce qu'ils ont quand même un projet collectif et commun à présenter aux Français. De l'avis général, Valérie Pécresse aurait mathématiquement une avance du fait des ralliements des trois vaincus hier très rapidement derrière elle. Une femme libérale avec une expérience gouvernementale capable de ramener vers elle des électeurs de la droite libérale qui sont partis vers La République En Marche. Elle est objectivement dangereuse pour Emmanuel Macron. Mais les électeurs de la droite libérale dont vous parlez, pourquoi est-ce qu'ils quitteraient aujourd'hui Emmanuel Macron alors qu'on a réussi à entreprendre toutes les réformes justement qui n'avaient pas été entreprises, c'est-à-dire que pendant des années la droite a promis ce qu'elle n'a jamais réussi à faire. Elle a promis une réforme du droit du travail qu'elle n'a pas faite et que nous avons faite, une réforme de la formation professionnelle de la même manière, une revalorisation de l'hôpital public alors qu'elle l'a démantelé. Elle promet matin, midi et soir plus de sécurité, alors que Valérie Pécresse, en l'espèce, est celle qui a permis de baisser drastiquement les effectifs dans la police et dans la gendarmerie, de démanteler nos renseignements territoriaux qui sont si utiles et nécessaires dans la lutte contre le terrorisme et le terrorisme islamiste en particulier. Donc concrètement, ils promettent aujourd'hui ce qu'ils n'ont pas fait hier. Est-ce que le bilan d'Emmanuel Macron tient suffisamment la route pour pouvoir les prendre de haut comme ça? Je vous donne l'exemple. Moi, je ne les prends pas de haut, je dis juste voilà ce que nous avons fait et voilà ce qu'eux ont fait quand ils étaient au pouvoir. C'est facile de dire aujourd'hui il faut remettre la priorité et le paquet sur l'hôpital public quand en fait on a créé la tarification à l'acte quand la droite était au pouvoir, dont on sait les effets délétères que ça a eu sur l'hôpital public, quand on a fermé des lits, quand on n'a jamais revalorisé les rémunérations alors que nous on a fait le Ségur de la santé et qu'on a mis des moyens. Pour que la tarification à l'acte soit remise en question. On l'avait dit dès la campagne présidentielle et puis surtout on a revalorisé des métiers qui nécessitaient d'être valorisés. C'est nous, on est au boulot. Concrètement, cette semaine, on a fait quoi? Cette semaine, on a voté une loi, par exemple, sur les sages-femmes, à l'initiative de la majorité présidentielle, très concrètement, qui correspond aux besoins qui sont les leurs, de meilleure reconnaissance, de meilleure qualification, de meilleure rémunération. Et ça m'intéresse plus que le commentaire, encore une fois, de ceux qui promettent aujourd'hui ce qu'ils n'ont pas su faire hier, ou plutôt de faire l'inverse parfois de ce qu'ils ont fait. La droite, elle a souvent parlé très fort dans le pays. Oui. Sauf que derrière, elle a souvent beaucoup déçu. Bon, en l'occurrence, l'actualité de la droite, l'actualité de la primaire, l'entrée en campagne d'Éric Zemmour ont un petit peu parasité aussi la création du mouvement Ensemble Citoyen lundi, qui se veut cette plateforme commune de rassemblement de toutes les sensibilités autour de la République En Marche. Vous avez retweeté d'ailleurs un message de Christian Estrosi, qui vient de rallier Horizon, le parti d'Édouard Philippe, dans lequel il prône l'émergence d'une culture de coalition dans notre pays. Alors, il y a deux lectures à ce message. D'abord, soit il y a trop de partis, ça rend compliqué l'activité parlementaire, ou bien c'est un aveu d'échec de la République En Marche qui toute seule ne gagne pas. Écoutez, j'ai plutôt l'impression que le fait que Christian Estrosi rejoigne la majorité, puisque c'est
clairement dans cette démarche qu'il s'inscrit, ça démontre que nous, on a continué à nous élargir. J'ai vu aussi un certain nombre d'élus locaux dire que suite au résultat justement du congrès LR, ils considéraient qu'ils se reconnaissaient plus dans ce qu'on appelle cette famille politique. Certains qui pourtant sont adhérents depuis le RPR, qui disent à un moment, espèce de dévoiement permanent, ce fait de parler très fort pour agir très peu, ce fait de revenir sur des engagements qu'on avait pris, ce fait de courir après l'extrême droite. Ils ont couru longtemps après Marine Le Pen, maintenant c'est Éric Zemmour. Je ne sais pas comment ça va se terminer cette campagne présidentielle. Il court après Marine Le Pen, que le président de la République soit réélu. La question ça, c'est une certitude. Aurore Bergé, court-il après Marine Le Pen et Éric Zemmour ou après les Français? Puisque au fil des enquêtes, vous les lisez, je suppose, vous voyez bien que les thèmes de la sécurité, de l'immigration sont extrêmement hauts dans les préoccupations des Français, ce qui signifie que les réponses qu'ils attendent n'ont pas été apportées. Mais c'est légitime que les questions de sécurité et d'immigration soient haut dans les préoccupations des Français. Et je ne crois pas que sur ces sujets-là, on ait la moindre ambiguïté, à la fois sur le renforcement des effectifs, parce que c'est quand même ça d'abord l'enjeu, c'est de donner plus de moyens à celles et ceux qui sont sur le terrain. Et donc c'est de renforcer les effectifs. C'est les fameux 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires. Mais c'est pas un chiffre balancé comme ça. C'est concrètement des effectifs supplémentaires qui sont sur le terrain. C'est 1700 personnes supplémentaires dans le renseignement. Parce que si on veut lutter contre le terrorisme, il faut encore une fois des hommes et des femmes compétents pour permettre de déjouer des attentats. Ce sont des dizaines d'attentats qui ont été déjoués depuis le début du mandat. C'est la question de la lutte contre l'islamisme avec les lieux de radicalisation, que ce soit des lieux, j'allais dire presque officiels, des lieux de culte radicalisés, ou que ce soit des associations dont on sait que parfois elles servent de cache-sexe pour justement mieux recruter ou mieux embrigader. Et ça aussi, on a considérablement renforcé l'arsenal législatif pour mieux lutter contre l'islamisme et contre le séparatisme. Donc sur tous ces sujets-là, on n'a jamais eu la main qui tremble. Au contraire, on a pris des décisions qui sont nécessaires. Et moi, je comprends évidemment que les Français continuent à considérer que ce sont des sujets de préoccupation. Mais ce n'est pas des sujets nouveaux de préoccupation. Je pense que vous regardez n'importe quelle campagne présidentielle, systématiquement, les thèmes régaliens, les enjeux de sécurité, les enjeux d'immigration ont toujours été des sujets importants pour les Français. Bon. Dans l'actualité, il y a également la crise sanitaire avec la 5e vague de variant Delta, puis l'émergence du variant Omicron. On était à 7 cas hier soir, on est à 9 à l'heure où l'on se parle. Probablement plus, parce que ce variant aujourd'hui, il y a un petit problème sur le séquençage qui est pointé du doigt par les médecins comme une défaillance dans notre système. Il y a un embouteillage actuellement, Aurore Bergé, pour accéder à la 3e dose qui est mise en avant par l'exécutif comme la grande solution, le bouclier pour éviter les drames. Je crois que vous serez d'accord avec moi pour dire que la vaccination est ce qui nous protège le mieux, puisque c'est le seul levier. Moi j'ai rendez-vous pour le mois d'avril, là, par exemple. Là. Alors, écoutez, moi je vous invite. La question, c'est très concrètement, qu'est-ce qui se passe pour le jour où l'on nous dit le pass sanitaire ne fonctionne plus pour ceux qui n'ont pas la 3e dose? Moi j'ai entendu un de nos opposants politiques hier disant qu'il n'arrivait pas à trouver justement de centre de vaccination en Seine-Saint-Denis. Donc j'ai fait le test moi-même, je suis allée voir, et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des centres qui reçoivent sans rendez-vous. Donc ça veut dire que oui, il faut peut-être attendre une demi-heure dans une file d'attente, mais qu'on peut être vacciné sans rendez-vous. Donc vous dites qu'il y a les centres, il y a les doses, il y a tout. Il y a les centres, mais il y a 20 millions de doses pour 18 millions de Français éligibles sur cette vaccination. Donc ça veut dire que oui, on a les doses. Ça veut dire qu'on a permis aussi aux médecins, aux pharmaciens, aux kinés, aux sages-femmes, aux infirmiers de pouvoir vacciner, qui ne sont pas forcément tous sur Doctolib pour mettre des créneaux, mais qui proposent à leurs patients de pouvoir évidemment les vacciner. Donc moi, ce que je dis aux Français, c'est vous avez des centres de proximité qui vaccinent sans aucun rendez-vous. Donc vous pouvez vous y rendre et oui, peut-être qu'il faudra attendre une demi-heure, mais vous pouvez vous y faire vacciner. Il y a évidemment une montée en puissance des centres parce qu'on va en ouvrir 300 supplémentaires. Il y a tous les personnels de santé qui peuvent vacciner. Donc le plus simple, c'est d'aller voir votre pharmacien habituel, le médecin, l'infirmier, encore une fois, même le kiné. Bon, il faut se débrouiller, mais il faut pas se débrouiller, c'est-à-dire qu'à un moment, les doses, elles sont là. Les professionnels de santé, ils vaccinent tous les jours. Il n'y a pas de problème particulier, vous pensez, pour l'accès à la 3e dose? Écoutez, moi j'ai fait comme tous les Français, j'ai appelé mon pharmacien habituel et je me ferai vacciner cet après-midi à Rambouillet chez mon pharmacien. Et voilà, je vois bien pour les Français qu'il y a la nécessité de se faire vacciner. Ce qui est important, c'est qu'encore une fois, n'oubliez pas qu'on a commencé en janvier de l'année dernière. On nous disait que c'était impossible. Aujourd'hui, 90% des Français éligibles ont reçu au moins une première dose, ce qui démontre quand même que les Français qu'on disait très rétifs à la vaccination et gouvernements qu'on disait dans l'incapacité d'organiser la vaccination, eh bien, les deux
se sont avérés faux. Est-ce qu'il faudra avoir un débat à un moment ou l'autre sur l'obligation vaccinale? Vous avez vu que les Allemands y songent, les Grecs également, les Autrichiens. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, à titre personnel hier a dit qu'elle souhaitait que les États y réfléchissent également. Mais c'est une question qu'on s'est évidemment posée, savoir quel était le meilleur levier pour permettre aux Français d'avoir accès à la vaccination et mieux protéger les Français. Non mais là c'est convaincre ceux qui la refusent, plus exactement. Moi je préfère être dans un travail qui est un travail de conviction. Oui. Ce travail de conviction, on le fait tous les jours, non seulement sur vos antennes, mais on le fait tous les jours sur le terrain, et les professionnels de santé sont ceux qui le font le plus. La meilleure preuve de la vaccination et de l'effet de la vaccination, c'est qu'aujourd'hui, on a 9 fois plus de chances de finir en réanimation. Et donc, soit avec des séquelles, soit avec un risque de mortalité, si on n'est pas vacciné. 9 fois plus de chances, surtout 9 fois plus de risques. C'est ça, concrètement, le fait de ne pas être vacciné. Regardez ce qui s'est passé aux Antilles. Quand vous avez une sous-couverture vaccinale, quand vous n'avez pas assez de Français vaccinés, oui. Qu'est-ce qui se passe? C'est un débordement au sein de nos hôpitaux, c'est un risque de déprogrammation des soins. Vaccinale. On a besoin, encore une fois, de continuer à convaincre. Moi, je ne crois pas à l'obligation vaccinale. Vous allez faire quoi? Vous allez faire des contrôles aléatoires dans la rue pour vérifier que les Français sont vaccinés ou non? Et puis si jamais ils ne le sont pas, vous allez faire quoi? Vous allez prendre de force, moi je fais rien, les piquer, vous allez prendre de force et les rendre et les renvoyer chez eux. J'entends bien. Moi je crois que ça ne tient pas. Par contre, le pass sanitaire, c'est une contrainte, c'est vrai, qu'on fait peser sur celles et ceux qui ne sont pas vaccinés et donc qui n'ont pas envie aussi de jouer cette solidarité qui est nécessaire vis-à-vis des Français qui sont les plus fragiles, les plus à risque, parce qu'ils peuvent être porteurs et ils peuvent aussi malheureusement eux-mêmes se mettre en risque. Bon, il y avait d'autres sujets qu'on aurait pu aborder sur le texte sur l'IVG, le texte sur le harcèlement scolaire, mais je voudrais vous poser une question plus large. C'est important de parler de la lutte contre le harcèlement scolaire, parce que c'est un sujet qui touche un Français sur 10. Parlons-en, puisque en l'occurrence vous avez, vous députés, voté en première lecture mercredi une proposition de loi qui crée un nouveau délit de harcèlement scolaire. Le texte prévoit 3 à 10 ans de prison, 45 à 150 000 euros d'amende quand en cas de situation de harcèlement il y a blessure avec interruption, enfin ITT, ou tentative de suicide. Les associations disent c'est trop répressif, ça n'aura aucun effet sur les harceleurs et sur l'effet de groupe. N'en avez-vous pas trop fait sur ce sujet du harcèlement? Je crois que pendant des années, certains n'en ont pas assez fait. Et on a aujourd'hui un de nos enfants sur 10 qui malheureusement est confronté au harcèlement scolaire. Ce qui peut conduire au pire. On a des très jeunes enfants, 11 ans, qui se sont donné la mort suite à ce qu'ils subissent en termes de harcèlement scolaire ou de cyberharcèlement. Mais vous croyez que ça va pénétrer l'esprit de gamins de 14 ans, de 15 ans? Pénétrer l'esprit, c'est de dire déjà... Voire 10 ans. C'est de dire, il faut... qu'il y ait une obligation pour l'établissement scolaire, quand on sait qu'on a des enfants qui sont victimes de harcèlement scolaire, de protéger ces enfants-là. Vous allez mettre les principaux de collège en prison si... L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de considérer qu'il y a un sujet national qui est extraordinairement important. On est d'accord. Parce que c'est un enfant sur 10. Donc soit on se dit, on regarde juste cette situation, et puis éventuellement on ira colmater les brèches, voire on dira à l'enfant qui a été victime de harcèlement scolaire, on va changer d'établissement comme si c'était lui, alors qu'il est victime, qui était en tort, qui était en faute, alors qu'en plus c'est des cas extraordinairement différents. Non mais je ne dis pas que c'est un sujet simple, mais en l'occurrence les critiques viennent d'associations montées par des parents dont les enfants sont parfois suicidés à cause du harcèlement, qui disent c'est trop. Mais moi je pense que c'est des gens qui ont expérimenté dans leur chair la question du harcèlement. Je juge évidemment pas les parents. Je pense que ça n'est jamais trop quand on fait de la protection de l'enfance. La protection de l'enfance, c'est quelque chose qui devrait tous nous réunir et qui devrait à un moment nous inspirer à la fois évidemment de l'humilité, mais aussi énormément de fermeté vis-à-vis de ceux qui sont les harceleurs, vis-à-vis de ceux qui laissent faire aussi ce harcèlement. Et donc c'est une nécessité de mobilisation, c'est une nécessité de formation qu'on a mise dans la loi, formation des enseignants, formation des équipes pédagogiques, formation des médecins, du personnel médical, des travailleurs sociaux, pour accueillir la parole de l'enfant, pour que les enfants se sentent légitimes à dire ce qui se passe concrètement dans leur vie scolaire. Et voir malheureusement, en fait, le problème, c'est que la vie scolaire aujourd'hui, elle ne s'arrête pas aux portes de l'école. Elle continue avec le cyberharcèlement dont souvent nos enfants sont victimes. Donc c'est pour cela qu'on a créé un délit spécifique sur le harcèlement, et je crois que ça, c'est une nécessité. Encore une fois, c'est un enfant sur 10. Je crois que ça interroge, ça interpelle et ça concerne beaucoup plus de Français que le Congrès LR. Ouais. Et les plus petits sont souvent les pires. Le harcèlement est plus important encore chez les petits que chez les plus grands. Merci Aurore Berger d'être venu nous voir, députée de La République En Marche des Yvelines, vice-présidente du groupe La République En Marche à l'Assemblée. Bonne journée à vous. Merci.